Imaginez une ville. 100 000 âmes entassées dans un labyrinthe de bois et de boue. Une cathédrale si haute qu'elle écrase tout ce que l'Europe construira pendant 4 siècles. Un pont où 500 personnes vivent suspendues au-dessus d'un fleuve. Bienvenue sur Histoire en images. Ici, nous redonnons vie aux grandes villes du monde. Je m'appelle Arthur. Et aujourd'hui, je vous emmène en l'an 1300, à Londres. Pas la ville des palais et des touristes, la vraie. Celle qui sent le sang, la fumée et la Tamise. Celle qui était, à son apogée, la plus puissante cité d'Angleterre. Et que 2 catastrophes allaient presque effacer de la carte. Nous sommes en 1300. Londres pulse. Elle respire. Elle déborde. 100 000 habitants dans ses murs. 3 fois plus que n'importe quelle autre ville anglaise. Au centre, la cité. Encerclée par les anciens murs romains, presque indépendante du royaume. Son propre maire, ses propres lois. Assez d'argent pour rendre les rois nerveux. Et quand je dis nerveux, Édouard II l'a appris à ses dépens. Les marchands de Londres ont aidé à le renverser en 1327. Une ville qui renverse ses rois. Voilà ce qu'était Londres. Au sommet de tout ça, l'ancienne cathédrale Saint-Paul. Oubliez le dôme que vous connaissez. Celle-là était un monstre gothique. 586 pieds de long. Une flèche à 489 pieds dans le ciel. 30 mètres de plus que le dôme actuel. L'une des 3 plus grandes églises de toute l'Europe. Et l'intérieur, on l'appelait la promenade de Paul, parce que les Londoniens l'utilisaient comme raccourci. Les marchands y concluaient des accords. Les avocats rencontraient leurs clients. On pouvait même y embaucher des serviteurs. Religion et commerce, inséparables. C'était Londres. À l'ouest, Westminster, le palais du roi. Westminster Hall, 73 mètres d'espace ouvert. Là où le Parlement se réunissait. Là où les lois naissaient. La règle était simple. Londres contrôlait le commerce. Westminster contrôlait le pouvoir. Maintenant, traversons la Tamise. Mais vous n'êtes pas sur un pont. Vous entrez dans un tunnel. Le pont de Londres, achevé en 1209, n'était comme aucune autre traversée sur Terre. 140 bâtiments de chaque côté. 4, 5, 6 étages. Boutiques au rez-de-chaussée. Logements, cuisine, chambres, mansardes. 500 personnes y vivaient en permanence. Une ville entière, suspendue à 20 pieds au-dessus du fleuve. La route entre les bâtiments, 12 pieds de large. Vous vous faufilez entre des charrettes de laine, du bétail qu'on pousse vers l'abattoir, pendant que les étages supérieurs penchent vers l'intérieur et se touchent presque. Une maison sur 2 avait des latrines en saillie au-dessus du fleuve. Leur contenu tombait directement dans la Tamise. La même Tamise où l'on puisait l'eau potable. À la porte sud, les têtes des traîtres, plantées sur des pics. Record, 30 têtes à la fois. En dessous, les piliers créaient un effet de barrage. 5 pieds de différence de niveau entre les 2 côtés. Passer en bateau était si dangereux que les bateliers doublaient leurs tarifs. Beaucoup n'y survivaient pas. Descendez du pont. Entrez dans Cheapside. Les rues sont étroites. Certaines, 6 ou 7 pieds dans les quartiers pauvres. Les bâtiments penchent les uns vers les autres, leurs étages ensaillis sur des poutres de bois. Dans certaines ruelles, vous pouvez tendre la main par la fenêtre et serrer celle de votre voisin d'en face. Maison à colombage, remplie de torchis, blanchis à la chaux. 3 étages. Le bas, la boutique. Au-dessus, les logements. Tout en haut, les mansardes où dorment les apprentis. Le feu est la terreur permanente. Bois, chaume, foyers ouverts. Quand ça brûle, et ça brûle souvent, tout le monde court avec des crochets pour arracher les toits en feu et abattre les maisons voisines. Les rues elles-mêmes, des égouts à ciel ouvert.
Les teinturiers vident leurs cuves dans la rue. Les bouchers de Smithfield laissent le sang et les abats partout. Les cochons errent librement, fouillant dans les ordures. La ville avait embauché des tueurs de porcs. 4 pence par porc. Le salaire d'une journée entière pour un artisan cadifié. C'était ça, Londres en 1300. Puissante, bruyante, nauséabonde. Et totalement inconsciente de ce qui s'approchait. Au printemps 1315. Il a commencé à pleuvoir. Pas une pluie anglaise normale. Une averse incessante, jour et nuit, que les contemporains comparaient au déluge de Noé. Le grain ne pouvait pas mûrir. Le foin pour le bétail ne séchait pas. Le sol était tellement gorgé d'eau que les charrues ne pouvaient plus labourer. Lors d'une bonne année, un fermier récupérait 7 grains pour chaque grain planté. En 1315, 1 grain pour 2 plantés. Ils auraient littéralement mieux fait de manger leurs semences. Le prix du blé a doublé, puis doublé encore. Catastrophe pour une ville de 100 000 habitants où la plupart des gens dépensaient 80% de leurs revenus pour le pain. Le 10 août 1315, Édouard II lui-même s'est arrêté à Saint-Albance et a eu du mal à trouver du pain pour lui et son entourage. Si le roi d'Angleterre ne pouvait pas manger, imaginez ce que vivaient les Londoniens ordinaires. La pluie a continué en 1316. La maladie a suivi. Pneumonie, tuberculose, bronchite. Sur une population déjà à genoux. Les corps s'empilaient plus vite qu'on ne pouvait les enterrer. Et puis, comme si la nature n'en avait pas assez, la grande peste bovine a frappé. Certaines régions ont perdu 80% de leurs troupeaux. En 1317, la pluie s'est arrêtée. Mais entre 10% et 25% de la population urbaine était morte. Londres avait survécu, traumatisé, affaibli, sans la moindre idée de ce qui l'attendait. Un navire de Gascogne accoste à Weymouth. Dans sa cargaison, des rats, des puces et Yersinia pestis, la bactérie de la peste. En quelques semaines, la maladie explose dans le sud de l'Angleterre. À l'automne, elle atteint Londres. 70 000 habitants. Une ville qui ne s'est jamais remise de la famine. Surpeuplée, insalubre. Un terrain parfait pour la catastrophe. Les symptômes, d'abord les sueurs, les vomissements, puis la fièvre, puis les bubons, ces gonflements noirs remplis de pus dans l'aine, les aisselles, le cou, parfois gros comme des pommes, des ecchymoses noires sous la peau, la peste noire. Si les bubons éclataient le 4e jour, vous pouviez, peut-être, survivre. 70% mouraient dans les 5 jours. Puis elle a muté, forme pulmonaire, transmise par la toux, dans l'air. Le simple fait de respirer près d'une personne infectée, une condamnation à mort. Taux de mortalité, 100%. Le 1er novembre 1348, la peste tenait Londres. 30 000 des 70 000 habitants allaient mourir. Près de la moitié de la ville. Les rues sont devenues silencieuses. Des quartiers entiers vidés. Des corps entassés dans des charrettes parce qu'il ne restait plus assez de monde pour creuser des tombes. Des cimetières d'urgence ont été ouverts à East Smithfield, West Smithfield. Les preuves archéologiques montrent des enterrements ordonnés, des tombes individuelles. La tentative désespérée de maintenir la dignité au milieu de l'apocalypse. Personne ne savait ce qui causait ça. Miasme, colère divine, alignement des planètes. Le vrai coupable, la bactérie transmise par les puces, ne serait découvert que 500 ans plus tard. À l'hiver 1349, la peste s'est calmée. Le froid avait ralenti les puces, mais elles reviendraient. En 1361, en 1369, en 1379. Et continuerait pendant des siècles.
l'an 1348. 70 000 habitants en 1347. 40 000 en 1350. Des rues vides, des boutiques fermées, des maisons silencieuses. Mais pour ceux qui avaient survécu, quelque chose d'inattendu s'est produit. La vie s'est améliorée. La main-d'œuvre était rare. Soudainement, les travailleurs pouvaient négocier. Les salaires ont doublé, puis triplé. Les loyers ont chuté. Les prix de la nourriture ont baissé. L'ancien ordre, rigide depuis des siècles, a commencé à se fissurer. Les paysans ont exigé d'être libérés des obligations féodales. L'autorité de l'Église s'est affaiblie. Si Dieu avait permis ça, à quoi servaient les prêtres? En moins de 30 ans, la révolte des paysans de 1381 verrait des milliers d'hommes et de femmes prendre d'assaut Londres, exigeant l'égalité. La révolution échouerait. Mais l'idée que les gens du commun pouvaient exiger des droits ne mourrait plus jamais. Londres s'est reconstruite, lentement. Les maisons vides se sont remplies de nouveaux migrants. Les marchés de Cheapside ont rouvert. Les navires sont revenus sur la Tamise. Mais la ville qui en est sortie était fondamentalement différente. Plus petite, oui, mais plus libre, plus consciente de sa propre force. La population ne reviendrait pas à ses niveaux de 1300 avant les années 1500. Mais Londres perdurerait. 100 000 habitants en 1300. 40 000 en 1350. Deux catastrophes en 35 ans. La famine qui a transformé les champs en marécages, la peste qui a vidé les rues et rempli les fosses. Et pourtant, Londres a construit la première véritable société urbaine d'Angleterre, l'a regardée presque mourir, puis l'a reconstruite plus forte. Le défi qu'elle a relevé, comment garder en vie des millions de personnes quand les systèmes s'effondrent, c'est toujours notre défi aujourd'hui. Nous vivons toujours dans le monde qu'ils ont créé. Moi, c'est Arthur. Si ce voyage vous a marqué, la prochaine ville vous attend déjà. Dites-moi en commentaire quelle grande ville du passé vous voulez explorer. Rome, Constantinople, Paris? Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.